Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question vraiment essentielle pour qui cherche à améliorer ses performances sportives. Comment sauter plus haut? Bah oui, la détente verticale. Exactement. Basket, volley, foot, athlétisme, c'est une clé un peu partout. On va donc décortiquer ensemble une étude scientifique récente pour en tirer le maximum. Tout à fait. Et pas n'importe quelle étude. On parle ici d'une revue systématique avec méta-analyse. C'est un peu la super étude si on veut. Une super étude, c'est-à-dire... Ça compile et analyse les résultats de plein d'études déjà existantes pour avoir une vue d'ensemble plus fiable, plus robuste. D'accord. Celle-ci s'intitule Effects of Physical Training Programs on Healthy Athletes Vertical Jump Height. Elle est signée par Xu Zhenjian, Yangqi Xu et Simao Xu et publiée dans le Journal of Sports Science and Medicine en 2025. Ok, très clair. Et l'objectif précis de cette méta-analyse? C'était de comparer l'efficacité de 4 approches différentes sur la détente verticale chez des athlètes sains. Lesquels? Alors, la musculation classique avec charge, la pliométrie et les exercices d'explosivité, l'entraînement dit complexe qui mélange muscu et plio, et puis un entraînement de routine qui servait de groupe contrôle, de référence, quoi. Parfait. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Cette compilation de 44 études et des études de haute qualité en plus. Qu'est-ce qu'elle nous révèle concrètement? Les chiffres clés. Alors, pour le saut vertical standard, le test de détente vraiment classique, on va dire, Oui. c'est la musculation qui sort vraiment du lot. On parle d'une amélioration moyenne de 9,9 cm. Waouh, presque 10 centimètres. Oui, c'est significativement plus que la pliométrie qui, elle, est à plus 5,2 cm. Et la plio fait mieux que l'entraînement de routine, bien sûr. D'accord. Donc quasi 10 centimètres juste avec la muscu, c'est waouh. C'est énorme pour la détente brute en fait. Ça montre bien la puissance de la force pure en fait. C'est ça. Mais quid des autres types de sauts? L'étude regardait aussi le squat jump, c'est ça? Le saut sans élan, départ arrêté? Exactement, le squat jump. Alors là, la musculation reste devant, avec plus 3,1 cm en moyenne. Ok. La pliométrie, elle, est à plus 1,5 cm, mais, et c'est une nuance importante ici, la différence d'efficacité entre muscu et plio n'était pas jugée statistiquement significative pour ce type de saut. Ah, intéressant. Donc pour un départ statique, léger avantage muscu, mais la plio est très proche en termes d'effet statistiquement parlant. C'est un peu ça, oui. Elles sont plus proches dans ce contexte précis. D'accord. Et maintenant, le plat de résistance, j'ai envie de dire, le fameux counter movement jump, ce saut avec contre-mouvement, celui qu'on voit partout sur les terrains. Celui qui est souvent le plus pertinent en situation de jeu, oui. Voilà, c'est souvent celui-là qui compte vraiment en match. Alors, Eh bien là, attention, changement de leader. C'est l'entraînement complexe qui se détache. Et assez nettement. ah bon? Oui, avec une amélioration moyenne de 5,0 cm. Et là, c'est significativement mieux que la musculation seule, qui est à plus 2,2 cm, D'accord. et que la pliométrie seule, qui était à plus 2,0 cm. Donc 5 centimètres pour le complexe, contre environ 2 pour les méthodes isolées, c'est une sacrée différence. Exactement. Et, fait notable, encore une fois, la différence entre la muscu et la plio prise séparément n'était pas significative ici non plus. Hmm. Le message fort ici, c'est vraiment que combiner les deux approches, eh bien, ça semble être la stratégie la plus payante pour ce type de saut dynamique avec contre-mouvement. Ok, bon, on a les chiffres, c'est clair. Mais pourquoi? Pourquoi ces différences? Quelle est la logique derrière tout ça? Pourquoi est-ce que combiner muscu et plio est si efficace pour ce saut avec élan? Alors, les mécanismes physiologiques ne sont pas les mêmes et ils se complètent bien. La musculation, c'est avant tout le développement de la force maximale, la capacité à produire beaucoup de force et aussi l'amélioration de la commande nerveuse, le signal du cerveau aux muscles. La force brute, en gros. Voilà. La pliométrie, elle travaille sur le cycle étirement-accourcissement. Il faut imaginer un peu comme un élastique. On l'étire vite, il emmagasine de l'énergie et il la restitue quand on le relâche. La plio améliore cette capacité à utiliser l'énergie élastique des muscles et des tendons. D'accord, l'aspect ressort. C'est ça. Et l'entraînement complexe, eh bien, il bénéficie des deux aspects. Plus de force grâce à la muscu et une meilleure utilisation de l'énergie élastique grâce à la plio. Logique. Et il y a probablement aussi un autre phénomène qui joue, qu'on appelle la potentialisation post-activation ou PAP. La PAP, qu'est-ce que c'est? En gros, faire un exercice de force intense juste avant un exercice d'explosivité peut, en quelque sorte, réveiller le muscle,
le rendre plus réactif, plus apte à produire de la puissance explosive juste après. L'entraînement complexe tire parti de ça. D'accord, je vois. Donc si je tente une synthèse très directe, pour la force pure de saut, pour la détente verticale mesurée de façon brute, la musculation classique, c'est la reine. Oui, d'après ces résultats. Mais pour la détente utile en match, celle qui part d'un mouvement, d'un contre-mouvement, là, la combinaison intelligente de muscu et de plio, dans un entraînement complexe, c'est ça la vraie pépite à retenir. C'est une excellente synthèse, je trouve. Ça résume bien les messages clés pour l'application pratique. Et est-ce que ces résultats sont fiables? On peut s'y fier? Oui, un autre point intéressant souligné par les auteurs, c'est la faible hétérogénéité statistique entre les études pour la plupart des comparaisons. Faible hétérogénéité, c'est-à-dire? Ça veut dire que les différentes études incluses dans la méta-analyse arrivaient globalement aux mêmes conclusions. Il n'y avait pas de gros désaccords entre elles. Ah d'accord, donc les résultats sont assez cohérents d'une étude à l'autre. Exactement. Et ça renforce la confiance qu'on peut avoir dans ces résultats généraux. C'est plutôt solide. Solide donc. Oui. Mais attention, ça soulève quand même une question essentielle pour le terrain, pour les coachs. Laquelle? Ces résultats, ce sont des moyennes. Comment on les adapte finement aux besoins spécifiques d'un athlète donné, selon son sport, son niveau, ses points forts, ses points faibles, le moment de la saison? Comment on personnalise tout ça au mieux? C'est une excellente question pour continuer la réflexion et pour justement adapter ces données générales à la réalité individuelle. Mais cette analyse nous donne déjà des pistes vraiment précieuses, je trouve, pour les entraîneurs et les athlètes qui veulent sauter plus haut. Absolument. Pour celles et ceux qui voudraient creuser encore plus, voir tous les détails, les chiffres précis, les études incluses, on ne peut que recommander la lecture de l'article original de Ma, Xu et Shu dans le Journal of Sports Science and Medicine. Tout à fait, la source est toujours la meilleure référence. Et bien sûr, pour ne rien manquer de nos prochaines explorations de sources scientifiques, pensez à vous abonner et à activer les notifications. C'est la meilleure façon de rester informé. À très